toutes et à tous et bienvenue dans Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, épisode en petit comité puisque la team nantaise est momentanément absente et que Mylène n'a pas pu visionner le film du jour pour cause évidemment de Stabaton. Mais histoire de relever un peu le niveau de toute cette joyeuse bande de bras cassés, je suis aujourd'hui entouré de mes deux chroniqueuses sûres, Amélie, programmatrice au festival On vous ment. Bonsoir. Et Lily, rédactrice pour le blog du cinéma. Salut, je suis épuisée. On est tous épuisés, on sort du Stabaton, on n'en peut plus. C'est nous les vrais survivants en fait. Oui, mais c'était très bien. Quant à moi, je suis Mathieu de la chaîne Le Coin du Bis et je hoste Jumpscare pour la première fois, après 3 saisons, était qu'en même temps, puisque de base, voilà, c'était Romain, ensuite de mémoire, c'était Amélie, ensuite il y a eu toi Lily, et puis Dario. Concrètement, il ne reste que Mylène. Voilà, dès la prochaine. Félicitations Mathieu pour ta première. Merci. Et le hasard faisant bien les choses, l'épisode d'aujourd'hui porte sur un film que j'ai beaucoup aimé, Reflet dans un diamant mort. Ton combat n'est qu'une illusion. Ton monde n'est qu'une illusion. 4e réalisation du duo Hélène Catté-Bruno Forzani après Amer en 2009, L'étrange couleur des larmes de ton corps en 2013 et Laisser bronzer les cadavres en 2017, Reflet dans un diamant mort raconte l'histoire tortueuse d'un ancien agent secret, joué par la légende Fabio Testi, qui se remémore ses souvenirs de jeunesse dans un palace de la Côte d'Azur et cherche à retrouver Serpentique, son ennemie jurée voleuse de diamants et surtout championne dans l'art du déguisement. Mais avant de demander à Lily et Amélie ce qu'elles ont pensé du film, on en profite aussi pour remercier chaleureusement UFO Distribution, François Cognard et Karine Durance pour avoir permis l'interview d'Hélène Catté et Bruno Forzani qui arrivera juste après nos avis. Petite précision, l'interview s'est faite en distanciel et la connexion n'était pas forcément top, donc voilà, on s'excuse par avance pour les petits problèmes de son qu'on va de toute façon tenter de rattraper en post-prod. Lily, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, personnellement, j'y connais rien du tout en Eurospy, donc qui est le sous-genre auquel se rattache Reflet dans un diamant mort, auquel rend hommage même plutôt Reflet dans un diamant mort. J'ai absolument rien vu dans le genre. Alors peut-être pour rappel, je vais peut-être définir ce que c'est l'Eurospy. Oui. Alors l'Eurospy, c'est les copies de James Bond qui font suite donc au succès des premiers James Bond dans les années 60 en Europe et particulièrement en Italie, qui sont des films soit des rip-off, donc des histoires d'espionnage qui calquent un petit peu les James Bond, soit des trucs un peu parodiques. Et moi, dans le genre, j'ai absolument rien vu, à part le premier OSS 117, et encore, j'en ai aucun souvenir, c'est pas tellement un truc culte pour moi. Et j'ai vu quand même Danger diabolique de Mario Bava, que j'ai toujours adoré, c'est un film qui est très cher à mon cœur. Ouais. Et cela dit, je suis donc moins venue pour le côté film d'espionnage que pour l'œuvre des réalisateurs qui m'intriguait. Cela dit, de ce point de vue-là, je dois avouer que le seul de leurs films qui m'est vraiment plu, c'est Amer. Le reste, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'en retiens surtout de très très belles images qui sont teintées de giallo italien. Il y a un sens de l'esthétique et une patte d'auteur tout de même assez forte chez Catté et Forzani et qu'on ne peut pas nier, je trouve. Et surtout, j'apprécie particulièrement le fait qu'ils se réapproprient leurs références pour en faire quelque chose de plus personnel. C'est-à-dire qu'ils se contentent pas d'en faire un bête copier-coller. Et c'est à nouveau le cas dans Reflet dans un diamant mort qui, à mon sens, est à la fois une de leurs plus belles réussites esthétiques et scénaristiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'y connais rien en Eurospy, ni même en James Bond, excusez-moi, pardonnez-moi, ça n'a jamais été mon truc, mais il y a un truc que j'ai toujours adoré dans ses œuvres, c'est cette esthétique kitsch un peu psychédélique des premiers James Bond avec Sean Connery, de Mission Diabolique de Bava et de tout un pan de la BD italienne que j'adore. Dans mes toilettes, par exemple, vous pouvez croiser des livres au titre évocateur comme Diabolique, mais aussi Satarella ou Lucifera. Et Reflet dans un diamant mort agglomère un peu toute cette culture un peu pulp. Et je dirais même que le film la sublime, mais toujours dans ce style très propre aux deux auteurs. Donc c'est un très bel hommage, effectivement. Mais ça se contente
pas de célébrer ses références de manière un peu ébahie. Ça réfléchit vraiment sur son support, c'est-à-dire qu'en nous donnant à voir un acteur de film d'espionnage vieillissant qui perd peu à peu le contact avec la réalité, on nous dit aussi quelque chose sur le côté un peu réac, un peu désuet de ces héros d'une autre époque, mais pour autant, c'est assez justement traité parce qu'on garde une certaine tendresse pour ce vieux monsieur, même si on observe qu'il devient de plus en plus logique et plus en accord avec la société actuelle, d'apprécier le méchant du film, la méchante en l'occurrence, comme c'était souvent le cas dans la BD italienne des années 60-70, qui avait souvent des anti-héros et même des anti-héroïnes comme personnages principaux. Et du coup, je trouve que c'était une thématique parfaite pour les deux réalisateurs RIS, parce qu'ils ont un cinéma à la fois très référencé esthétiquement, mais qui s'intéresse aussi assez souvent à la prise d'âge et à l'imminence de la mort. Donc, tous ces motifs s'enchevêtrent très bien dans ce film, et j'y vois une sorte d'aboutissement assez jouissif, même si je reste assez curieuse de voir leur prochain film. Bon, ça part plutôt bien. Maintenant, on va passer à Amélie. Amélie, je crois que toi, tu avais vu 1 ou 2 films des réalisateurs juste avant de découvrir celui-ci. Oui, le seul que j'ai pas vu, c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps. Je suis d'accord avec Lily sur le fait de prendre... c'est intéressant de prendre un genre cinématographique vieillissant pour l'adapter à des thématiques très actuelles, parce que je crois que selon les réalisateurs slash réalisatrices, c'est un film quand même qui parle d'écologie. Entre les lignes, donc c'est quand même une thématique plutôt actuelle et qui n'est pas nécessairement le thème d'un film d'espionnage. Moi non plus, je suis pas très calée en film d'espionnage. OSS 117, j'avoue, je les ai vus, mais ça me fait pas trop rire, c'est pas trop ma came. Et James Bond, j'en ai vu, on va dire à peu près comme tout le monde, mais je sais plus lesquels, et j'ai plus d'affection même pour les anciens James Bond qui ont un truc vraiment un petit peu kitsch, où le méchant il a vraiment un requin dans un aquarium, quoi. Il y a un truc un peu over the top, quoi, qui est un peu moins présent dans les derniers James Bond, où on est quand même sur quelque chose de plus réaliste et de moins kitschouille. Mais par contre, j'aime bien les films de braquage. Et mine de rien, Reflet dans un diamant mort a quand même une méchante qui est une voleuse, une braqueuse. On est sur Cat Size, quoi. On est sur la méchante masquée en cuir, Catwoman, tout ça qui est aussi un trope assez courant. La voleuse en cuir et en talons qui sait faire des acrobaties pour voler des diamants. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Mais ce que j'aime surtout, c'est le personnage de Johnny Dee, donc ce personnage d'ancien agent secret. Je vais un tout petit peu spoiler le film. On le découvre assez rapidement, on le comprend assez rapidement, mais en fait, c'est un acteur vieillissant qui est obsédé par son rôle d'agent secret qu'il a interprété comme on le comprend au fur et à mesure du film, qu'il a interprété de nombreuses fois jusqu'à être remplacé. Et du coup, il y a une confusion entre le rêve et la réalité dans la vision de ce personnage, ce qui fait penser à d'autres acteurs. Moi, j'ai tout de suite pensé à Johnny Weissmuller, qui est donc l'ancien nageur olympique qui a incarné Tarzan au cinéma dans les années 30-40 et qui, à la fin de sa vie, et quand il était en maison de retraite, se prenait pour Tarzan. Tu m'avais donné le truc de Bela Lugosi enterré dans sa cape, Lily. Oui, Bela Lugosi aussi à la fin de sa vie, il confondait un peu acting et réalité. Alors pour la cape en tout cas, j'ai fait quelques recherches. C'est pas une demande de sa part, c'est sa famille qui a décidé de l'enterrer dans sa cape. Donc voilà. En tout cas, s'il se prenait un peu pour Dracula, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais que apparemment être enterré dans son costume, c'est plutôt son fils qui le voulait. Bref, on a un acteur qui se confond avec son rôle. Alors que, paradoxalement, le rôle qu'il a interprété toute sa vie peut être interprété par différents acteurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en fait, lui est hanté par son rôle, mais son rôle n'est pas hanté par lui. C'est-à-dire qu'il peut être interprété par différents acteurs au cours de l'histoire du rôle, et c'est une sorte de personnage éternel qui n'est pas forcément rallié à un acteur en particulier. On peut penser à James Bond, mais on a ça chez... beaucoup de héros, genre Superman, Spider-Man, qui sont aujourd'hui incarnés par plusieurs acteurs au fil des années, mais qui existent toujours au cinéma. Et je trouve que c'est presque une belle image pour le cinéma de Kate Fordzani,
parce qu'il peut s'incarner dans plusieurs genres cinématographiques très différents tout en restant très identifiable, comme Lily l'a dit, où ils ont vraiment une patte et une manière de raconter les histoires de manière très personnelle et aussi une patte esthétique qui se reconnaît, qui est vraiment très marquante, mais qui peut être qui peut s'exprimer aussi bien dans un film d'espionnage, un western ou un giallo, voilà, pour les 3 films que j'ai vus. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent au genre cinématographique qu'ils investissent sans pour autant perdre leur identité cinématographique et sans trahir non plus l'esthétique du genre. Et je trouve que ça, c'est plutôt un tour de force. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans leur cinéma, c'est qu'ils font des films qui reposent principalement sur la sensation et pas sur la compréhension. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant, surtout dans un art comme le cinéma. Et je sais que ça peut laisser des gens sur le côté. C'est-à-dire que les clés de l'intrigue ne nous sont pas données, elles nous sont suggérées, et elles nous sont suggérées de manière extrêmement sensorielle. Donc l'intrigue, elle n'est pas toujours claire. Elle se construit un peu au fur et à mesure du film, et ça, c'est le cas dans leurs autres films, où, en fait, pour être clair, on ne comprend pas toujours très bien ce qui se passe. Et en fait, il faut faire confiance au film, parfois, pour se laisser guider et se laisser happer par les sensations. Je pense à Laisser bronzer les cadavres, où on ne comprend pas toujours qui est avec qui est contre qui, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais en fait, c'est j'allais dire la sensualité, dans le sens de l'appel au sens, qui fait que leur cinéma se construit et est signifiant et compris, quoi. Et du coup, dans Reflet dans un diamant, on est dans une sorte de chaos où on traverse les époques, où on est dans un flou entre ce qui se passe dans la tête du personnage, ce qui se passe en vrai, ce qui se passe dans le film, ce qui se passe dans le film. On a comme ça, pour moi, une sorte de tourbillon dans lequel le spectateur est lui-même en train de faire une enquête, c'est-à-dire que comme un espion, on doit se méfier des illusions, on doit se méfier des travestissements, on doit se méfier des fausses pistes et des pièges qui nous sont tendus par le réalisateur et la réalisatrice du film, qui parfois nous font partir sur des mauvaises pistes ou nous donnent pas les bons indices et nous les donnent plus tard. Donc c'est à nous aussi de se frayer un chemin dans tous les éléments qui nous sont donnés, et je trouve que ça va être très bien avec le film d'espionnage, en fait, parce que nous aussi on est avec notre petite loupe en essayant de démêler le vrai du faux. Donc comme John dit, on est pris dans un tourbillon d'action, de références, de mélange entre fiction et la réalité, entre ce qui s'est passé, ce que le personnage se souvient et ce dont il croit se souvenir. Et vraiment, pour moi, je suis sortie du film un petit peu sonnée par toute cette démonstration on va dire, d'action et de genres cinématographiques différents, parce qu'on parle du film d'espionnage, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le film de braquage, il y a des références au cinéma asiatique, il y a quand même des références encore au western, des trucs un peu comme ça. C'est très, très pulp, ça mélange plein de trucs, et surtout, en fait, c'est surtout une déclaration d'amour au cinéma de genre, à la BD et aux trucs comme ça qui sont culturellement moins... j'allais dire pas moins appréciés, mais moins estimés. Voilà, moins nobles. Et ils en font quelque chose de vraiment, vraiment très beau, très esthétique et très satisfaisant. Donc, courez en salle pour aller le voir. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Amélie, parce que moi j'y ai beaucoup vu aussi dans cet acteur finalement interchangeable. J'ai vu aussi beaucoup de clins d'œil au roman d'espionnage de gare. Voilà, genre les SAS, tous les Gérard de Villiers présentes, Brigade des Mœurs, tout ça, et aussi à la BD de gare, qui est un truc qui s'est un peu perdu, donc les Diaboliques à la base c'était ça, où tous les Fumetti, et les Elvie France un peu polar, voilà, qui en fait avaient tous ces BD et ces romans avaient des auteurs aussi, des auteurs interchangeables qui écrivaient sous pseudo. Et même le giallo, quoi, le giallo à la base dans sa forme c'est vrai. De roman, quoi. Oui. Où c'est vraiment du roman d'enquête, du roman de gare, où il y a un crime, c'est un peu whodunit, voilà, des trucs avec en plus des effets un peu, on va dire, il y a beaucoup de meufs, il y a du sang, il y a des retournements de situation, voilà, des effets un petit peu, on va dire, spectaculaires. Tout à fait. Bon, bah pour l'instant, c'est un oui. Un oui pour Lily, un oui pour Amélie, et sans surprise, ça va être un gros oui de mon côté, puisque je suis très 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 fan du cinéma d'Hélène Catet et Bruno Forzani. J'ai même été un des rares spectateurs à avoir vu,
avoir vécu Amer en salle, parce que vraiment les films de Kate Forzani, il faut les voir avant tout sur un grand écran. Donc j'ai vu Amer en 2009 dans une salle, c'était à Grenoble, on était je pense 3 ou 4, mais je suis ressorti complètement euphorique de ce truc-là. C'est un hommage gigantesque au giallo, et il y a un côté très 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 révérencieux, très fétichiste même. Le fétichisme, c'est quelque chose qui revient beaucoup beaucoup dans leur cinéma, qui a fait que quand je suis sorti de la salle, je me suis pas dit, tiens, le film était sympa, je verrai par curiosité les suivants. Je me suis dit, ok, les deux là, il faut les suivre à tout prix, et dès qu'ils sortent un truc, je me rue dessus. Voilà, pour les personnes en fait qui ne connaissent pas forcément encore leur cinéma, je me rends compte là, au moment de cet épisode, qu'on n'a pas forcément décrit avec précision qu'est-ce qui caractérisait le cinéma de Kate Forzani. Parce que, en ce qui concerne mon avis, j'ai un petit peu le même qu'Amélie, donc je ne vais pas forcément répéter la même chose. Mais le cinéma d'Hélène Caté et Bruno Forzani, c'est tout d'abord en fait un cinéma qui est fait en pellicule. Tous leurs films sont tournés en Super 16 mm. Ce sont des films aussi qui sont tournés sans prise de son directe, ce qui fait que le sound design est rajouté après, tous les dialogues sont enregistrés après, ce qui fait que en termes d'ambiance et d'ambiance, enfin de son plus largement, on est sur quelque chose de très particulier, où les bruitages qu'on entend à peine dans un film normal, là vont être absolument assourdissants. Je pense notamment aux bruitages qu'on peut entendre dans leurs deux premiers films, donc Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui sont deux films encore une fois très fétichistes, où là dès qu'il y a des couteaux ou même du cuir qui se froissent, on a l'impression vraiment que c'est sous notre nez, quoi. Donc voilà, énorme travail sur le sound design. C'est des films aussi qui ont un scénario pas forcément linéaire, dans le sens où Amer, c'était la représentation de la sexualité chez une femme à 3 âges de sa vie, donc l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et il n'y avait pas forcément de chapitres, hein, comme dans un film de Tarantino ou quoi. On passait vraiment d'une période à une autre de manière fluide. Et à certains moments, on ne savait plus trop forcément où est-ce qu'on était. On ne savait plus qui était qui. Est-ce que c'était la même personne? Est-ce que la personne est seule dans la maison? C'est un cinéma où on passe son temps en fait, à se poser des questions. Dans leur second film, L'étrange couleur des larmes de ton corps, j'ai passé encore une fois la séance à m'arracher les cheveux, à essayer de comprendre ce que je regardais. Mais au final, on s'en fout. Très clairement, parce que l'intérêt n'est encore une fois pas dans la compréhension de la chose, que dans le fait de ressentir tout ce qui en fait est sur l'écran. C'est un cinéma qui est extrêmement sensoriel, qui n'est pas que fétichiste, mais c'est vraiment c'est une espèce de mélange des deux. Et pour leur troisième film, donc Laissez bronzer les cadavres, qui là en fait est une adaptation d'un roman, c'était en tout cas à l'époque leur film le plus accessible, dans le sens où il laissait un petit peu de côté le giallo un peu bizarre où on ne savait pas trop ce qu'on regardait, pour une histoire de gangsters en fait qui se tiraient dessus au bord de la mer. Enfin, c'est une espèce de film caniculaire où en fait il y a une espèce de soleil écrasant, entrecoupé de moments oniriques, de moments tout droit sortis d'une espèce de rêve bizarre, avec encore une fois un côté très 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 fétichiste. C'est un film qui est encore une fois absolument prodigieux en matière de mise en scène, de cadrage, de couleur. Enfin, la couleur, c'est aussi quelque chose qui est très très important dans leur cinéma. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a une fascination pour le cinéma bis italien des années 60 et 70. Alors oui, le giallo, le western, et là, avec le film d'aujourd'hui, l'Eurospy. L'Eurospy, comme vous, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose que je connais plus que ça, parce que évidemment, j'ai vu Danger diabolique de Mario Bava, mais voilà, tous les autres, en fait, ils sont un petit peu, pour le moment, sous mon radar. Mais voilà, c'est un genre qui était extrêmement célèbre dans les années 60, et c'était évident que Caté et Forzani allaient un jour se confronter à ça. Mais ce qui en plus rajoute un intérêt supplémentaire, à mon sens en tout cas, par rapport à ce qu'ils ont pu faire précédemment, c'est que en plus de cette espèce de doute permanent entre ce qui est réel, ce qui est fantasmé, voilà, là on a, comme l'a dit Amélie, un élément supplémentaire qui est celui du cinéma. Et à plusieurs moments dans le film, on ne sait pas si on est dans la première histoire, si on est en train de regarder un film, si on est dans un film. Le fait que, en plus, Fabio Testi ramène avec lui toute une imagerie issue des années 60 et 70, parce que Fabio Testi, si vous connaissez un petit peu le cinéma italien, vous l'avez forcément croisé, j'allais dire une fois, mais en fait non, c'est plus qu'une fois, parce que le mec il a une filmographie assez vénère. C'est quelqu'un qui n'est pas uniquement lié au cinéma bis, enfin il a tourné aussi avec de grands réalisateurs, Monte Hellman notamment, mais voilà, vous avez pu le croiser chez Lucio Fulci dans La Guerre des Gangs, dans les quêtes de l'Apocalypse, surtout chez Enzo G. Castellari, dans The Big Racket, qui est pour moi en tout cas une espèce d'équivalent
italien de À toute épreuve de John Woo, c'est-à-dire que ça flingue et ça canarde dans tous les sens. Il est aussi dans La poursuite implacable de Sergio Solima aux côtés de Oliver Reed. C'est un acteur qui est extrêmement reconnaissable, qui a un charisme de dingue, et charisme aussi qu'il a toujours à plus de 80 ans dans le film de Kate Forzani. Bref, voilà, c'est un cinéma qui est extrêmement référentiel, qui est extrêmement sensitif, qui est très, j'allais dire exigeant, mais c'est pas forcément le mot exact. C'est-à-dire que si vraiment on adhère au truc, on plonge dedans tout de suite, et on n'a qu'une envie en fait, c'est d'enchaîner avec les autres films des réalisateurs. Si par contre on a un petit peu de mal ou qu'on connaît pas forcément les films auxquels font référence les films de Kate Forzani, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais je connais aussi des personnes qui n'ont pas forcément un grand attrait pour le cinéma bis italien des années 60 et 70 et qui sont fascinés par la mise en scène de Kate Forzani. Donc voilà, si vraiment il reste des séances qui jouent le film autour de vous, je vous encourage vraiment à le découvrir dans une salle de cinéma parce que c'est là que le film doit être vu. C'est pas forcément un film que vous allez comprendre. Si vous n'avez pas les références, si vous n'êtes pas forcément à jour avec le cinéma italien des années 60, c'est pas grave parce que vraiment ce type de film, très clairement, on ne le voit pas tous les jours, quoi. Du coup, t'as aimé aussi. Oui, je pense que ça s'est deviné que j'ai beaucoup aimé leur cinéma. D'ailleurs, voilà, l'épisode n'est pas fini. Restez, puisque maintenant, on va faire place à l'interview qu'on a pu réaliser avec Hélène Catet et Bruno Forzani, qui vont répondre à pas mal de nos questions. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi, puisque c'est le film de Mylène et que Mylène, à l'heure où on enregistre, n'a toujours pas choisi son film. Voilà, donc c'est la surprise totale. D'ici là, n'oubliez pas d'aller checker tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. On est disponible en fait sur Instagram, sur Blue Sky. Et petite parenthèse avant de conclure l'épisode, toute l'équipe tenait évidemment à rendre hommage à Jean-Pierre Putters, qui est décédé donc il y a quelques jours. Jean-Pierre Putters qui est le fondateur légendaire de Mad Movies, et pas que, puisqu'il a derrière lui la création de Impact, des fameux bouquins Craignos Monsters. C'est lui qui était aussi derrière la création de la boutique Movies 2000 à Paris. C'est quelqu'un qui est pour beaucoup dans la fascination du cinéma de genre en France, qui a beaucoup contribué à son acceptation par une large partie de la critique. Et voilà, il fallait qu'on glisse quelque chose à ce niveau-là. Bref, gloire à Jean-Pierre Putters et merde à François Bayrou. On se retrouve la semaine prochaine pour on ne sait pas quoi. Et on vous laisse à l'interview et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine Salut. prochaine. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vais vous poser la première question. Petite question d'introduction, du coup. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter votre travail et votre parcours dans la réalisation, s'il vous plaît? En fait, nous, on a commencé par l'autoproduction au tout début. On faisait des courts-métrages sans un sou, en fait, hein. Et ça nous a permis vraiment de développer une manière de travailler dans la pauvreté, mais de manière à trouver des moyens à faire des films pas trop cheap. Ça a été vraiment nos débuts. Et petit à petit, on a commencé à être financés et à faire notre premier long métrage, La Mer, avec toujours la même équipe que les courts-métrages autoproduits, donc on travaille toujours avec les mêmes personnes. Et puis après, on a fait L'étrange couleur des larmes de ton corps, Laisser bronzer les cadavres et aujourd'hui, Reflet dans un diamant noir. Alors, comment est née votre collaboration avec François Cognard, avec qui vous travaillez depuis maintenant pas mal d'années? Et pour les personnes qui ne situent pas, François Cognard, c'est un des anciens de Starfix qui maintenant est principalement dans la production. François, on l'a rencontré pour notre premier film, Amer. Et c'était super parce que il a la même culture cinématographique que nous et comprenait complètement ce qu'on voulait faire parce qu'avec Amer, on abordait le giallo, mais d'une manière transversale. Et lui, ça lui a plu. Et du coup, c'est devenu un ami. Il nous a fait découvrir au fur et à mesure plein de films. Et à chaque fois, on a des discussions passionnées avec le cinéma et sur le cinéma avec François, je veux dire, pardon. Et oui, non, on partage vraiment la même passion pour ce cinéma-là, quoi. Ouais. Alors après, ça je sais qu'en fait vous l'avez expliqué aux alus, mais comment avez-vous approché Fabio Testi, qui est un acteur culte en fait du cinéma italien, pour jouer dans votre film? Et plus généralement, comment est-ce que vous vous occupez du casting de vos films? Donc en fait, on a écrit le scénario de Reflet dans un diamant noir pour Fabio Testi, qu'on avait vu dans Road to Nowhere de Monty Hellman en 2011, où il nous faisait penser beaucoup à Sean Connery et à Dick Bogart dans Mort à Venise. Et donc en 2019, on a écrit le scénario.
avec en tête Fabio Testi. C'était vraiment, Fabio Testi qui jouait donc le rôle un ancien agent secret qui revoyait défiler toute sa vie comme dans Mort à Venise. et donc on a demandé à un ami italien s'il n'avait pas les contacts de Fabio et il nous a donné son numéro de téléphone. On lui a dit: «Est-ce que tu as pas, son email? Parce que ça va être quand même peut-être un peu plus simple pour un premier contact». Il dit: «Non, he's easy, vous allez voir». Donc on l'appelle et on dit: «Oui, bonjour monsieur Testi», bon en italien: «On a écrit un scénario pour vous, on est de Belgique». «Quoi? Mais qui vous êtes?» Numéro personnel, mais enfin! L'ex qu'on nous a donné dit: «Ah OK, si vous voulez, on vous envoie le scénario». «Ah non, moi ça m'intéresse pas de lire les scénarios, je veux rencontrer les gens». Et il se fait que c'était en décembre 2020 et c'était le 2e confinement et 1 semaine après, les frontières, italiennes, se refermaient et donc on est parti, on l'a pris au pied de la lettre et on lui a dit: «Oui, on arrive» et le samedi à minuit, les frontières se fermaient, donc il fallait qu'on fasse un aller-retour dans la journée pour aller le rencontrer. On a débarqué chez lui, je crois qu'il a été un peu surpris parce qu'il pensait peut-être pas que c'était vrai tout ça et puis, on a commencé à discuter et quand on lui a dit qu'on allait tourner le film en pellicule, il a dit: «Quoi? Il y a encore des gens qui tournent les films en pellicule, mais c'est génial, je crois que ça n'existait plus et je veux le faire» et voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Et plus généralement sur les castings autres que Fabio Testi? Parce que vous castez souvent enfin moi ce que j'appelle en fait des gueules quoi. Enfin, je pense à Bernie Bamboisin dans Laissez bronzer les cadavres. Des acteurs qui ont une présence forte en fait à l'écran. Ouais, bah, c'est vrai qu'on aime bien avoir, comme il y a pas on aime bien, des personnes qui ont vraiment un charisme, qui ont une aura comme par exemple Maria de Medeiros, elle est vraiment, énigmatique, elle a ce côté mystérieux et en même temps très graphique. Donc c'est vrai que pour elle, c'est bon, on n'a pas hésité, elle était super pour le rôle. Et après, là où c'était peut-être plus compliqué, c'était pour le rôle de, celui qui allait jouer le James Bond, jeune, qui devait faire donc Fabio Testi jeune. Ça, c'était, plus compliqué parce qu'on imaginait plus facilement quelqu'un, un anglo-saxon, en fait, dans ce genre de rôle. Et là, on s'est dit: «Mais qui est-ce qu'on verrait?» Et puis on a rencontré, effectivement, Yannick, Renier et il était au niveau du jeu, il correspondait très, très bien. Il nous proposait des bonnes choses. Mais alors, bon, il sortait d'un rôle, qui était compliqué, où il jouait quelqu'un qui était en train de mourir. Donc il était très, très amaigri et donc il avait absolument pas la carrure de Fabio et donc du coup, on était un peu embêtés et il nous a dit: «Vous inquiétez pas, j'ai 4 mois pour me préparer. Je vous promets que je vais prendre 10 kilos de muscles et je serai prêt pour, le tournage». Et en effet, il a fait un coaching, terrible. Il s'est musclé, mais en plus de ça, de manière hyper précise parce que il a sculpté son corps d'une certaine manière pour que ça fasse vraiment années 60, voilà, il y avait une certaine manière de d'avoir des muscles dans les années 60 et mais c'est celle-là qu'il a choisie. Et après le challenge, c'était pour le personnage de Serpentic. On voulait que la personne qui incarne Serpentic fasse les cascades, parce qu'il y avait plusieurs scènes de combat avec elle et on a fait des recherches, au niveau des danseuses de danse contemporaine et on avait vu un spectacle il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Blush, à Bruxelles, d'une compagnie, qui s'appelle Ultima Vez et il y avait une danseuse qui nous avait fortement marqué et pendant la prépa, en faisant les courses au supermarché, ben, on est tombé sur le chorégraphe de Blush qui avait fait donc ce spectacle il y a 20 ans et on a dit: «Oui, il y a 20 ans, tu as fait ce spectacle, il y avait cette, danseuse», alors on lui décrit et il dit: «Ah, je pense que c'est la femme la mère de mon fils» et il prend son téléphone, il nous montre, la photo et c'était bien Timay. Et donc il nous a filé ses contacts, on l'a rencontrée. Il se fait que Timay, en plus d'être danseuse, son père était sifu de kung-fu et donc elle connaît super bien les arts martiaux et du coup, elle a pu, incarner ce Hyper personnage. facilement, Serpentic. Voilà. Du coup, avec cette histoire, enfin, dans votre dernier film, on a une histoire d'un ancien acteur qui fantasme un peu sa vie en tant que personnage de film. Moi, ça m'a fait penser à des figures, du cinéma comme Johnny Weissmuller, par exemple, qui s'est pris,
un peu pour Tarzan à la fin de sa vie quand il était sénile et il confondait un petit peu la fiction et la réalité. Est-ce que vous vous êtes inspiré de figures du cinéma un peu comme celle-ci pour créer votre personnage, pour créer votre histoire? En fait, le truc, c'est que, non, pas vraiment, dans le sens où, nous, notre but à la base, c'était de créer une alchimie entre 2 cinémas qui étaient, fort différents, c'est-à-dire Mort à Venise et cinéma, d'espionnage, quoi, plutôt les séries B, même plutôt les Eurospy, tu vois? Les faux James Bond, Mmh. contrefaçon de James Bond des années 60 et de créer, voilà, un univers unique par rapport à ces deux cinémas antithétiques et Fabio, lui, justement, il a fait autant des westerns, italiens, des polars italiens, donc vraiment de la série B italienne, que des grands films d'auteur avec, Zulawski, De Sica, Chabrol et donc il permettait de mélanger, ces 2 univers, ces 2 cinémas et après effectivement, il y a Sunset Boulevard qui nous a beaucoup, influencés, qui a été une porte d'entrée, pour le film, donc ça raconte totalement ce que tu dis et un autre film qui nous a énormément inspiré par rapport à l'écriture, c'est Millennium Actress de Satoshi Kon, qui tourne aussi autour d'une ancienne actrice et où on revisite son passé et ce passé a de multiples significations. Voilà. Alors, pour en revenir, aux inspirations, du film, alors, vos films en général, recoupent, de nombreux genres et sous-genres comme, le giallo que vous avez cité, le western, le polar, l'eurospy et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous attire dans ces différents types de cinéma et est-ce que vous avez envie d'en aborder encore d'autres dans vos prochains films? Bah, ce qui est, vraiment passionnant avec ces films, c'est que d'abord ils sont quand même en général très créatifs. Donc, dans tous ces films des années, 60-70 italiens, il y a certains films où c'est vraiment des films de mise en scène, avec des grands metteurs en scène comme les westerns justement, le giallo. C'est vraiment des styles graphiques très inspirants et hem et en même temps, tout en étant des films, d'exploitation, Voilà, moi quand j'étais ado, je regardais beaucoup de films d'horreur, mais au début, je regardais que des films américains. Au bout d'un moment, je me lassais un petit peu parce que c'était plus des produits, sans surprise, au final que des films qui me surprenaient et quand j'ai découvert Dario Argento, j'ai commencé avec Ténèbres. Tout à coup, il y avait ce côté, fun du cinéma d'horreur, du cinéma de genre, mais avec un vrai, côté de recherche cinématographique au niveau, déjà les musiques, elles étaient dingues, des Goblins, de l'architecture, la mise en scène des meurtres et tout d'un coup ça devenait, le cinéma d'horreur devenait une œuvre d'art. et C'est ce franchement, c'est vrai que c'est très inspirant et heu et j'ai perdu le fil. Voilà. Parce que et voilà et après aussi ça se passait en Italie. Moi je viens de la frontière franco-italienne et tu découvrais, dans les films américains, c'était toujours des suburbs, c'était des trucs que moi voilà, que je connais pas et là tout d'un coup, tu es dans ces vieilles villes, dans ces, architectures d'une autre époque et ça raconte autre chose et c'est voilà, c'était plus riche, ça me parle plus. Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'était des films qui nous ressemblaient plus aussi qui nous ressemblent plus parce que c'est des films qui sont dans une économie vraiment minime, en fait. Et donc, quelque part, comment avec peu de budget, tu t'en tires pour faire ton film? Et donc là, en ça, on se reconnaît quand même, bien et voilà et comment la contrainte, permet finalement d'être plus créatif. Alors, question que je me pose, depuis que j'ai vu le titre de votre nouveau film et sauf erreur de ma part, je crois pas que j'ai lu ou entendu la réponse quelque part. Mais est-ce que le titre «Reflet dans un œil mort» est un petit clin d'œil non, oui pardon, non c'est pas «Reflet dans un diamant mort», je me suis, spoilé. Est-ce que le titre «Reflet dans un diamant mort» est un petit clin d'œil au livre de Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud? Reflet dans un œil mort pour le coup, qui traite là aussi d'un sous-genre typiquement italien, en l'occurrence le mondo. Complètement. En fait, il y a 2 titres de livres qu'on a adorés, c'est «Reflet dans un œil mort», voilà le livre dont tu parles et «L'œil qui jouit», c'est un livre sur, Hitchcock à la télé Oui. et quand on a fait ce film, quand on a créé le scénario, le titre, provisoire c'était, «Les diamants ne sont pas éternels», mais on ne pouvait pas l'utiliser parce que bon voilà, hein, c'est ouais, Oui.
Et du coup, on a repensé au titre du livre de Maxime et Sébastien et on a remplacé l'œil par le diamant parce que tout d'un coup, ben, le diamant mort, ça peut être, ce comédien, quoi, ce personnage, on va dire. Ça peut parler du cinéma, ça peut parler du monde, ça peut parler de plein de choses et comme on avait, adopté l'écriture stéréoscopique, donc propre à Satoshi Kon avec ses différentes strates narratives, bah, voilà, on trouvait que c'était une belle métaphore de la métaphore qu'on voulait faire avec ce film. Merci. Vous avez, poussé le sens du détail, dans ce cinéma un petit peu désuet jusqu'à faire une affiche, très vintage, qui est justement inspirée des affiches d'époque, dessinées par, Gilles Vranx. Et à Ouais. quel point est-ce que ça vous tenait à cœur que cette affiche, elle soit cohérente avec le genre du film, avec cette ambiance justement vintage? Et aussi à quel point est-ce que vous vous investissez dans le matériel promotionnel, en tout cas autour du film? Bah, en fait, pour nous, l'affiche, c'est vrai que c'est comme le point final du film. C'est comment synthétiser en une image, la substance, du film. Donc c'est vrai qu'on travaille toujours avec, Gilles Vranx, là-dessus, parce qu'on a aussi les mêmes références, et les mêmes goûts cinéphiles. Et donc en fait, pour, Amer et l'étrange couleur, on avait le concept avant le scénario pour l'affiche et là pour, Laisser bronzer et Reflet, c'est, une fois qu'on a terminé le film et qu'on a vu le montage, en tout cas quand on a terminé le montage, image, c'est là où on réfléchit avec Hélène et on essaie de trouver un concept. Puis après on va voir Gilles et puis, Et on le développe on le avec lui. développe, ensemble. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert nos films grâce aux affiches parce qu'elles tranchent avec, les affiches de cinéma, actuelles et on essaie vraiment de raconter quelque chose, via les affiches et pas juste, mettre la tête des comédiens, voilà, sur un fond blanc. Mais du coup, en fait, j'ai vu récemment que, bah, l'affiche, «finale» entre guillemets, n'est pas celle qu'on a découvert, enfin celle de Gilles justement. Est-ce que c'est une décision que vous avez prise vous? Est-ce que c'est, Le truc, c'est que donc, le film est sorti déjà en Belgique, le 30 avril et ouais, l'affiche officielle du film, c'est celle de Gilles. Le distributeur français, lui, il voulait, essayer quelque chose d'autre, de plus, classique. ouais. Donc bon voilà, pour nous, le film, il existe déjà, il est identifié par, le visuel de Gilles, par la bande annonce qui a été faite et bon voilà, il voulait essayer quelque chose d'autre, on l'a laissé, essayer, voilà. OK. Autre aspect, comment se déroule le choix des musiques de vos films? Parce qu'à chaque fois, c'est un bonheur quand on est fan, comme moi de cinéma bis, on reconnaît des tonnes de trucs, et on en découvre d'autres. Donc, bah, comment est-ce que ça se passe ça? Bah, donc les musiques, elles nous inspirent les séquences. Donc on les écoute depuis le scénario, on les écoute et puis elles nous inspirent des séquences, on écrit et au final, donc elles insufflent vraiment un rythme dans les séquences qui fait qu'une fois que les séquences sont tournées, on a du mal à mettre d'autres musiques sur ces Mmh. séquences. Et là, c'est là que ça devient compliqué parce que les avoir, c'est pas si simple. Mais du coup, on a fait attention Ouais. d'être inspiré par des musiques qui seraient peut-être plus accessibles parce que, quand on a fait Laisser bronzer les cadavres, on a eu énormément de mal avec certaines musiques et on s'est dit: «Oh là là, il faut plus qu'on travaille avec des musiques préexistantes parce que c'est trop casse-gueule» et donc en amont, on a fait attention de pas prendre des trucs, trop connus et qu'on n'allait pas pouvoir se tailler. Mais après, voilà, il y avait, 3 musiques stars. On se disait: «Bon, là, c'est important». C'était la Lucertola de Morricone qui clôt le film, qui est une musique qu'on veut utiliser depuis, L'étrange couleur et on n'a jamais réussi à trouver la bonne place pour lui donner toute cette dimension. Elle a une dimension très mélancolique et là, tout d'un coup, ben, pour, la fin du film, elle avait enfin sa place. Il y avait, la musique de Celentano pour la scène de baston dans le bar. 24 000 baci, 24 000 baci, qui est une des plus belles, chansons d'amour italiennes qu'on a voulu, utiliser en contrepoint sur une séquence très violente et il y avait la musique de Christophe, pour La route de Salina, Mmh. dont on s'est servi pour, une sorte de générique à la James Bond au début du film et qui était, voilà, qui collait parfaitement, avec, les images qu'on avait en tête et donc ça, c'était les 3 qui étaient vraiment nos 3 choix stars hein, et puis après on a essayé de faire en sorte de pas aller dans des choses trop compliquées.
Alors justement, vous avez parlé des difficultés, liées à la musique, mais de façon plus générale, plus globale, quelles ont été vos principales, difficultés, ou problèmes que vous avez rencontrés, sur votre dernier film? Ben, bon, le problème, numéro 1, c'était le covid qui a C'est vrai. J'avais pas parce pensé. qu'on a terminé l'écriture pendant le premier confinement et pendant 2 ans, tout a été, quasi à l'arrêt et c'était difficile de lancer le financement du film. Après, un des autres problèmes, c'était qu'on avait écrit le film pour la Côte d'Azur, on n'a pas eu de financement, quasi aucun financement français, donc du coup, on a dû, trouver des solutions et on a fait une coproduction avec l'Italie pour, pouvoir, tourner sur la Riviera italienne qui colle. Après, quels sont les autres problèmes? Oh, bah, après, il y a eu, bah, juste le dérèglement climatique. C'est vrai, ouais. Avec des épisodes méditerranéens, de plus en plus fréquents, c'est-à-dire qu'en gros, on a eu des espèces de tempêtes, pas possibles. Donc ça, on était embêtés. De toute façon, à chaque fois qu'il y a des tournages en extérieur, c'est risqué, mais voilà, c'était vraiment quelque chose. Parce que pour nous, c'était un film bleu, bleu du ciel, bleu de la mer et puis on s'est retrouvé avec Des tempêtes tempêtes. horribles. Mais sinon, bon, voilà, hein, il y a eu une scène coupée quand même. Il y a une scène qu'on n'a pas pu tourner, qui est une scène aquatique et voilà, bon, je pense qu'elle sera sur le bonus DVD, voilà, mais bon, mais voilà, une scène qu'on n'a pas pu tourner et qui nous fait un peu enfin, qui me fait mal au cœur. Moi, j'ai fait mon deuil, voilà. C'était quoi comme scène? Une scène aquatique, une scène sous-marine. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Heu, alors je vais revenir sur un de vos précédents films. Vous Mmh. avez adapté un roman, avec, Laissez bronzer les cadavres. Comment Oui. s'est déroulée l'écriture du scénario? Parce que c'est vous qui écrivez vos films. Est-ce Oui. que, dans le cas d'une adaptation, l'exercice, rend peut-être moins l'écriture moins personnelle que sur un scénario original? Bah, oui, quand même un peu, j'ai envie de dire, mais disons que pour, laisser bronzer les cadavres, heu, i on a fini par trouver une porte d'entrée, pour pouvoir laisser notre univers s'infiltrer dans l'univers, du roman. Donc moi, j'étais, très attirée par ce roman parce que j'avais envie de faire un western. Donc là, c'était vraiment voilà, le bon moment, mais il y a toute une dimension en plus qui est plus fantastique qu'on a réussi à insérer grâce au personnage, de l'artiste, Luce. Mmh. C'est elle qui est vraiment, qui a été une porte vers notre univers. Mmh Voilà. et en fait, là, à Bruxelles, il y a eu une rétrospective de nos films avec, la sortie de Reflet et j'ai revu le début de Laisser bronzer les cadavres et c'est vrai qu'après L'étrange couleur, on était arrivé à une espèce de rupture artistique où on n'arrivait plus à vraiment à communiquer, Hélène et moi et le fait d'être parti sur un matériau neutre, bah, ça nous a permis de nous renouveler et le personnage de Luce, quoi, quand je regardais le début du film qui est, face à un champ de ruines, qui sait plus comment faire et tout ça, en fait, c'est vraiment une métaphore de nous 2 et c'est le western, c'est les gunfights qui nous ont redonné un peu le goût à faire des films, à nous apprendre de nouvelles choses. On a transformé la violence en performance, quoi et du coup, finalement, il est assez, intime comme film. Plus intime que ce que je croyais. D'accord. Bah, en parlant, du décor, vous parliez de la ruine, du début de Laisser bronzer les cadavres. Dans vos films, les lieux ont une grande importance. Alors il y a la maison de famille dans Amer, l'immeuble dans L'étrange couleur des larmes de ton corps, le hameau dans Laisser bronzer les cadavres et l'hôtel dans Reflet dans un diamant noir. Comment est-ce que, vous choisissez, vos décors? Est-ce que vous les trouvez par rapport à votre scénario, ou à l'inverse, est-ce qu'ils donnent l'impulsion du scénario? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a soit on écrit avec un lieu en tête et donc là, forcément, toute la séquence, est liée à ce lieu. À chaque fois, on essaye de donner un sens,
que tout soit signifiant. Donc le lieu va avoir un impact sur la séquence, sur ce qui se passe, sur la construction du personnage ou quoi, de la même manière que n'importe quel autre, objet d'ailleurs, n'importe quel détail. Et à part ça, si jamais on ne connaît pas le lieu encore, la phase de repérage, elle est très importante, et on va choisir des lieux qui vont nous inspirer et on va réécrire alors la séquence, en fonction du lieu, qu'on va choisir, en fonction de ce qu'on aura ressenti, de ce que dégage ce lieu, de ce qu'il peut amener, dans l'histoire. Mais dans tous les cas, il faut que on choisit des lieux ou des architectures signifiantes, voilà. Parce que, par exemple, Reflet dans un diamant mort, quand on a visité le Negresco à Nice, qui est l'intérieur de l'hôtel de Movie John, il y avait cette moquette op art qui nous a tout de suite tapé dans l'œil et qui matchait totalement avec ce qu'on voulait raconter, avec la perte de repère du personnage. Et du coup, ben, c'était pas quelque chose qu'on imaginait dans le scénario, une moquette psychédélique, mais du coup, on l'a utilisée pour raconter notre histoire et elle a pris toute sa place. Et souvent, les spectateurs pensent que c'est nous qui avons mis cette moquette là, mais en fait, pas du tout. C'est elle qui nous a offert quelque chose. Alors justement, en parlant de visuel, étant donné que vos films sont extrêmement travaillés en fait à ce niveau, et notamment aussi au niveau du montage, je me suis toujours posé la question, en amont, au niveau de la pré-production, qu'est-ce qui était le plus long à faire pour vous? Est-ce que c'était le scénario ou est-ce que c'était le storyboard? Parce que j'imagine qu'il doit être quand même assez, assez précis, Ouais. assez volumineux. Bah, Logiquement, c'est le storyboard, mais en fait, c'est le scénario. Bah, je crois que c'est quand même le scénario qui nous prend plus de temps, mais le storyboard prend énormément de temps aussi, hein, normalement, on met 9 mois pour un storyboard, mais bon, Le là, scénario, mais 9 mois aussi. et ouais, mais là, on a eu un peu moins de temps de prépa, donc on a dû un peu speeder, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pense quand même de toute façon un peu au storyboard quand on écrit le film, quand on écrit le scénario. Il y a quand même déjà un peu des images, enfin même beaucoup, et des sons, et ensuite on précise vraiment ce qu'on a en tête au moment du storyboard. Et on fait le découpage par rapport au montage. C'est-à-dire qu'on surdécoupe pas et après on voit au montage ce qu'on va faire, c'est qu'on sait déjà, quel plan se raccorde avec quel autre. Ouais. Et donc du coup, ça nous permet justement d'avoir un nombre plus limité de plans, même si là, il y en avait 1300 et que c'était beaucoup pour, 39 jours de tournage. Ça a été un peu, une cadence infernale. Et après au montage, du coup, on arrive à avoir un montage qui dure à peu près 3 mois parce que, du coup, il y a pas la recherche de la structure, de l'architecture, tu vois? Elle a déjà été fait en amont, en préparation, quand on parlait tous les 2. Ouais. OK. Alors, il y a un projet, que vous développez depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Darling, Ouais. qui est un film d'animation. Et je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était quand vous étiez venu à Lyon pour l'avant-première, de L'étrange couleur des larmes de ton corps, et je suis même pas certain d'avoir vu passer une image. Du coup, voilà, ma question, c'était où est-ce que ça en est? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Alors, oui, c'est vrai que ça fait une dizaine d'années. Ouais, mais c'était plutôt, celle de Laisser bronzer les cadavres, je pense. Parce que, on a été contacté pour, faire l'adaptation d'un livre juste avant le Laisser bronzer les cadavres. C'est un livre d'une écrivaine, américaine, qui faisait partie de la Beat Generation. C'est un livre qui s'appelle Darling. Et qui date de 1958. Voilà. Et donc c'est, une sorte de revenge movie qui se passe à New York dans les années 60, qui nous fait fortement penser à Perfect Blue. Et donc c'est un mix entre l'anime japonaise et le côté, New York, art déco et des personnages hitchcockiens. Voilà. Et Donc là, on travaille, ben, on va se remettre à travailler dessus parce que c'est un projet ouais, qu'on a entamé avant Reflet. Ouais. Mais comme c'est de l'animation, bah, ça prend quand même pas mal de temps, et du coup, à un moment donné, on a fait une petite pause, on a fait Reflet, et maintenant, bah, on y retourne. Voilà.
Un truc très personnel, est-ce que vous connaissez un groupe qui s'appelle Heroina? Parce que tout à l'heure, on parlait de musique et de à quel point c'était difficile de récupérer la musique vu les prix. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Parce que ça fait partie de mes fantasmes personnels de voir cette espèce de crossover entre voilà, Hélène, Bruno, pouf, Heroina. Je veux voir ce truc sur un écran. Est-ce que vous connaissez ce groupe? Bah, moi, je connais Heroina, mais c'est le titre d'un album de Morricone avec Ah. son groupe expérimental des années 60, me semble-t-il. Mais un groupe qui s'appelle Heroina, non, je connais pas. C'est un homme et une femme. Enfin, lui, il compose et elle chante. Et ils font ça depuis plusieurs années. Et en fait, ils sont spécialisés dans la musique italienne des années 60, 70 et même 80. Et c'est typiquement ce type de sonorité qu'on adore. Et ça rentre en tête instantanément. C'est sublime. Ils ont fait, je crois, 4 EP pour le moment. C'est pour Écoutez ça parce que c'est pour vous. Hein. Totalement C'est pour vraiment- vous. Génial, merci pour la Pour le découverte. trio. Ah ouais.